très heureux aujourd'hui d'animer cette table ronde sur les femmes et le numérique et l'entrepreneuriat numérique. Sans plus attendre, on va se présenter. Allez-y, Virginie, tu veux commencer? Il y a un petit micro, tu appuies sur le bouton rouge et puis après ça devrait marcher. On est pas mal. Si, appuie dessus, c'est bon. Et donc je suis blonde. Non, moi c'est pareil. Bonjour à tous, Virginie Debuisson. Donc je suis dirigeante d'une société d'édition numérique qui s'appelle Pink in Black Media Group. Et on vient de sortir notre tout premier magazine qui s'appelle Garçon, qui est en ligne et qui est un magazine de société qui parle du monde vu par les femmes et par les hommes qui aiment les femmes. Voilà. Wow. Donc moi je m'appelle Aurore Besson, je travaille ici à Grenoble École de Management et j'ai aussi un projet de création d'entreprise dans le domaine des filles, des mamans, des bébés. Je pourrais en parler plus tard peut-être. Donc sur le chemin de l'entrepreneuriat, ça me fait un peu peur, mais là j'ai trouvé des copines, donc je pense que ça va bien se passer. Isabelle Davio, donc moi je ne suis pas entrepreneuse, je suis dans le groupe Accor Hôtel, en charge des ressources humaines et dans une nouvelle équipe transformation digitale, donc support RH pour la transformation digitale. Je suis dans le groupe depuis plus de 15 ans et je suis aussi en charge du réseau de femmes de Accor. Et je vous expliquerai tout à l'heure mon rôle et les enjeux dans un groupe comme Accor. Bonjour, moi c'est Marine Aubin, donc je suis entrepreneur un peu hyperactive. Je suis la cofondatrice d'une agence d'innovation parisienne qui fabrique donc tout ce qui est site, appli, jeux vidéo, etc. Je suis la fondatrice d'une fondation aux États-Unis qui utilise des méthodologies d'innovation et de design pour trouver des solutions qui sont plus viables et durables à des problèmes sociaux. La fondatrice de Wonder, qui est une plateforme pour aider les femmes à briser leur plafond de verre. Et je suis ici aussi comme coprésidente de Girls in Web, qui est une association qui promeut la place des femmes dans le numérique et les nouvelles technologies en France. On fait une pause. On a eu chaud. Bonjour, alors je suis Fabienne Billard. En fait, je suis au départ une communicante et par ma connectivité, j'ai créé une structure de formation et de communication digitale et j'en ai même abouti à une analyse sur l'intégration du numérique en entreprise parce qu'on a beaucoup de travail à faire en France. Et ma présence ici est surtout en tant que femme du numérique, c'est-à-dire qu'il y a le Syntec numérique qui a créé une commission femmes du numérique parce que malheureusement les femmes ne sont pas suffisamment présentes dans ce secteur en forte croissance. Et on est en train de monter une délégation à Lyon et la région de femmes du numérique pour promouvoir cette filière-là auprès des étudiantes. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous parler d'un poète qui s'appelle Aragon qui disait que la femme est l'avenir de l'homme. Et aujourd'hui, je me demande si le numérique et l'entrepreneuriat ne sont pas l'avenir de la femme. Qu'en pensez-vous? Alors oui, la réponse est 3 fois oui, pour des raisons évidentes d'équilibre. On a récemment dit que instaurer la parité, enfin la mixité au niveau de l'entreprise était ultra bénéfique en termes de performance déjà, puisque le résultat en moyenne d'une entreprise qui intègre des femmes à son board ou dans sa structure managériale, c'est plus 34%. Au niveau mondial, la parité pourrait engendrer, je ne sais plus combien de milliards, il faudrait que je retrouve le chiffre, mais des milliards de bénéfices supplémentaires. Et puis, je crois aussi que beaucoup de femmes parlent beaucoup de la précarité des femmes dans le monde du travail. Le temps partiel est très féminisé. Et justement, on écoutait Bernard Stiegler tout à l'heure qui nous parlait de cette révolution au niveau du concept de travail. Et créer son entreprise, créer son activité, c'est pour beaucoup de femmes, et moi en premier, l'occasion de pouvoir mener sa carrière professionnelle sans les contraintes de l'entreprise traditionnelle en termes d'horaire, en termes de temps, de disponibilité.
C'est-à-dire que, par exemple, je suis chef d'entreprise, mais j'ai une petite fille, je suis maman solo, et grâce au fait que je puisse disposer de mon temps, tout à l'heure, là, je vais chercher ma fille à l'école, et si elle est malade, je peux travailler de chez moi, travailler le soir, travailler le matin. Donc, je pense que oui, le digital peut apporter ça aux entreprises, peut apporter ça aux femmes, et c'est pas une question qui peut se régler que du côté des femmes, et je pense qu'on y reviendra. Merci. Alors, je voulais juste qu'on fasse un discernement entre deux aspects du numérique, parce que c'est un petit peu un vaste chantier, mais il y a d'un côté la filière technologique du numérique avec des écoles d'ingénieurs et de technologie qui effectivement est peu représentée, qui représente peu les femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a que 27% de femmes dans ces filières technologiques qui travaillent dans l'économie, alors que pourtant, elles ont des possibilités de croissance et en termes de finances, de salaire et en termes de responsabilité à l'intérieur de ces filières technologiques qui sont fabuleuses. Donc, il y a cet aspect technologique, ingénieur, chef de projet, etc., pour les éditeurs de logiciels, etc. Et il y a l'autre aspect dont tu parles et dont nous faisons plutôt partie, qui est l'utilisation du digital pour monter son entreprise, moi, mes formations, toi, les magazines, etc. Où là, effectivement, avec finalement un cursus plus court, mais en tout cas des compétences en utilisation du digital, oui, on peut rayonner et on a une autonomie qui sont facilitées grâce au digital et une indépendance. D'autres commentaires? Isabelle, tu pourrais peut-être nous parler de ton expérience dans le groupe Accor, justement sur un grand groupe, c'est un petit peu différent. Voilà, quel est ton avis? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu original d'avoir une grosse entreprise du tourisme sur une table ronde sur le numérique. Nous, on s'est lancé dans le digital assez récemment avec un plan digital qui a été lancé l'année dernière. Donc vous avez évidemment tous entendu parler d'Airbnb qui nous a poussé à aller un petit peu plus vite que prévu. Et dans le cadre de ce plan digital, c'est un plan à 5 ans, donc avec 8 programmes, dont 4 sont vraiment orientés vers le client puisqu'on veut faciliter l'expérience client. Un qui est tourné vers les employés, et c'est celui dont je m'occupe. Et un de mes challenges, justement, vis-à-vis de l'intérieur et des collaborateurs, c'est de monter aussi le niveau de femmes à des postes à responsabilité. Et chez nous, c'est le poste de directrice d'hôtel. On a une mixité assez... on a environ 48% de femmes dans le monde sur l'ensemble de nos employés, et seulement 27% sont à des postes de directrice d'hôtel. Donc on a signé des engagements récemment avec ONU Femmes et le programme E4She. Et un de ces engagements, à 2017, c'est de monter le niveau de femmes à des postes de directrice d'hôtel à 35%. Donc on a une très forte progression à réaliser. Elle se fait aussi grâce au digital, parce qu'avec le plan digital et avec les outils qu'on va donner notamment aux directeurs d'hôtel et aux directrices en l'occurrence, comme tu disais Virginie, si elles ont un iPhone, elles sont connectées tout le temps, elles n'ont pas forcément... Il y a aussi la vision du métier de directeur d'hôtel qui est très traditionnelle. On a l'impression qu'il faut être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 présent. Maintenant, on peut s'organiser à distance avec des iPhones, être connecté avec ses emails. Ça peut paraître un peu idiot, mais il y a vraiment très peu de temps qu'on a équipé tous nos directeurs d'hôtel de ces outils de mobilité. Et maintenant, on va le faire aussi pour tous les employés à la réception, notamment qui vont accueillir les clients avec des tablettes et des smartphones pour accompagner aussi l'expérience client. Et ces outils peuvent vraiment aider les femmes. Et en parallèle avec le réseau aussi dont je m'occupe sur la France, le réseau de femmes, mais qui est ouvert aux hommes aussi, puisque, comme aussi tu disais Virginie, il faut vraiment les impliquer. Et ces sources de performance, il y a effectivement des chiffres qui sont très clairs sur ce sujet-là. On les aide aussi à gagner en confiance par des formations et surtout par des programmes de mentoring pour les accompagner dans ces évolutions professionnelles. On sait aussi toutes que le problème, entre guillemets, des femmes, c'est qu'elles n'osent pas souvent demander, n'osent pas se positionner. Ça paraît bête aussi, mais avec ces formations, c'est vraiment du coaching personnalisé et on les accompagne pour vraiment qu'elles puissent se positionner sur des postes, et ça commence à porter ses fruits. Merci. Justement, comment ce quotidien est changé à cause du digital? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler pour vous au niveau de votre pratique? Peut-être Aurore? Ouais, alors moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Isabelle. Les femmes n'osent pas, c'est typiquement mon cas. Voilà. Mais par contre, j'ai pas peur de le dire, donc voilà. Comme ça, après, on me dit, t'en es où? Voilà, donc j'y vais. Donc ça fait 2 ans en fait que je réfléchis à monter ma boîte. Ça fait 2 ans que j'ai toujours rien fait. Et je pense que... Oui, je suis en cours. Non, mais j'y viens. Donc en fait, le numérique pour moi est facilitant dans la rencontre que je peux faire avec des gens.
avec vous par exemple. Ça s'est fait comme ça sur Twitter au départ. Je peux travailler de chez moi, je peux travailler du boulot, je peux travailler de n'importe où et je peux rentrer en contact avec des gens qui sont de futurs clients, de futurs partenaires, des amis ou juste des gens que je verrai une fois mais avec qui le courant passera. Et moi, mon boulot, que ce soit à GEM ou dans mon futur projet, c'est créer du lien entre les différentes personnes pour qu'il se passe des choses. Et du coup, le numérique permet ça facilement, donc au quotidien. Ouais. Justement, Marine, en fait, si j'ai bien compris, tu as monté 4 boîtes. Comment tu as fait pour en faire autant? De base, je suis vraiment hyper active, mais en fait, je me suis fait virer de ma dernière entreprise en juin. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, parce que ça m'a permis de me lancer enfin dans tous les projets que j'avais en tête depuis quelques temps. Et moi aussi, j'osais pas. Et en fait, j'ai osé parce que j'ai été acceptée. Enfin, je me suis dit, j'ai une amie qui avait un programme d'accélérateur en Israël qui était soutenu par Google. Et j'avais ce projet de Wonder, donc la plateforme pour aider les femmes à briser leur plafond de verre en tête depuis 2 ans. Et c'était mon plafond de verre à moi, en fait. Et je me suis dit, bon, je vais remplir le questionnaire pour participer. De toute façon, au pire, voilà. Et au final, j'ai été prise. C'était une grosse surprise et tout s'est accéléré depuis là. Et c'est vrai que pour moi, le numérique, c'est un... Bon, après, moi, j'ai toujours travaillé dans le numérique. Enfin, j'ai fait mon apprentissage de fin d'études. Donc, j'étais ancienne étudiante de Grenoble. Je l'ai fait chez Blablacar, qui était covoiturage.fr à l'époque. On était 10. Depuis, ça a un petit peu grossi. C'est à la fois un outil de communication, c'est aussi un excellent outil de formation numérique. Et ça, c'est une vraie opportunité qu'on a aujourd'hui. C'est que donc moi, j'ai fait école de commerce, mais je me suis très tôt formée au code, sans forcément apprendre à développer vraiment, mais ne serait-ce que pour comprendre les développeurs avec qui je travaillais au jour le jour, et du coup être beaucoup plus pertinente dans mon métier. Et surtout, pour moi, le numérique, c'est la prochaine vraie révolution. En fait, elle n'est pas chez les robots, etc. Enfin, si vous regardez un peu de près ce qui se passe, c'est déjà fini, c'est déjà passé. Il y a même les ordinateurs quantiques qui commencent à arriver. La vraie prochaine révolution, c'est l'innovation sociale. Et l'innovation sociale, c'est notamment d'apporter ce numérique vers des vrais sujets, que ce soit pour les femmes, pour leur donner du lien. Et il y a une formidable association qui s'appelle Led by Her et qui aide en fait des femmes qui étaient anciennement victimes de violences, que ce soit des violences conjugales, que ce soit des anciennes prostituées, etc., à s'en sortir par l'indépendance financière et notamment via le numérique, parce que les barrières à l'entrée sont beaucoup plus faibles en fait dans le numérique. Donc ça permet de beaucoup plus facilement créer sa boîte ou créer quelque chose, et aussi d'acquérir une indépendance financière qui permette à ces femmes de s'en sortir. Et je pense que c'est ça qu'il faut commencer à réfléchir, notamment s'il y a des étudiants dans la salle. C'est vraiment vers ces métiers-là qu'il faut tourner. C'est comment on va utiliser le numérique et tout ce qui est Facebook, Twitter, etc. C'est sympa, mais on s'en fout de savoir ce qu'on a mangé ce midi. L'intérêt, encore que... Pardon. Non, c'est important aussi de se dire comment on va utiliser toutes ces technologies, et des technologies qui ont des coûts de plus en plus bas, pour vraiment servir à quelque chose finalement. Oui, mais tout à fait. Quel que soit le métier qu'on va faire ou le parcours professionnel qu'on va avoir, de toute façon, il faudra avoir des compétences numériques. Et comme tu le dis, maîtriser Facebook, etc., c'est parfait. Mais à un moment, il faut en établir aussi un petit peu une recherche, une analyse, déjà par rapport à soi, son parcours professionnel. C'est-à-dire que moi, je dis à mes enfants, vous allez ouvrir une page LinkedIn, parce qu'effectivement, c'est pas du tout pareil que Facebook. Et comment on maîtrise? Il faut donner de l'information. On récupère de l'information qui vient du web à 60% quand même aussi. Notamment sur Twitter, elle arrive à 60% en avant-première des autres médias. Donc c'est déjà une source d'information qui est d'avant-garde, qui est pointue et qui est, on a beau le dire, qui est quand même très, pas paramétrée, mais qui est en tout cas d'avant-garde et du jour. Et ensuite, il faut arriver à analyser et utiliser ces fonctionnalités numériques pour soi au niveau personnel, parce que de toute façon, vos consommateurs, vos clients, quels qu'ils soient par la suite, seront également connectés. Donc pour pouvoir les approcher, il faut être sur les mêmes territoires, et le territoire sera le territoire numérique. Donc c'est en même temps individuel, personnel, professionnel, et pour des clients, et également en interne pour faire du partage d'informations entre les métiers. Et le fait qu'Internet abolisse les frontières est aussi très très bien pour justement que les femmes puissent briser le plafond de verre sur ce terrain-là en utilisant Internet. On peut très bien créer son projet, créer sa start-up en utilisant Internet. On peut travailler pour quelqu'un en freelance en utilisant Internet. Ça permet de rompre l'isolement, et ça permet à toutes ces femmes qui n'osent pas, parce que je pense que c'est culturel,
On a le droit de gérer un compte en banque, nous, en France, depuis 1955 ou 60, je ne sais plus. Mais enfin, c'est récent, 60, merci. Donc, c'est très récent. Donc, en fait, on est encore dans l'adolescence des droits de la femme. Et du coup, ça fait qu'on n'ose pas s'exprimer. Et une fois qu'on ose, après, on se rend compte que finalement, c'est possible. Et Internet, pour moi, permet ça. C'est de permettre aux femmes de s'exprimer tout d'abord tout doucement, et puis de voir que ça marche, et de continuer. Voilà. Moi, je trouve ce qui est important aussi, c'est de montrer des rôles modèles. Alors on en voit sur Internet et ailleurs. Nous, on l'a fait au sein de l'entreprise. On met en valeur des femmes qui ont réussi, entre guillemets. On a fait venir, par exemple, récemment, dans notre conseil d'administration, on a 4 femmes au sein du conseil d'administration. Elles sont venues à un petit déjeuner qu'on a organisé avec le réseau. Parmi ces femmes, il y en a qui sont très connues, comme Mercedes Serra, qui est la PDG de Publicis, et qui n'a pas du tout la langue de bois. Donc elle est très inspirante, elle pousse les femmes et elle accompagne, ou Virginie Morgan de Raseo. Et je trouve ça, c'est très important, ces rôles modèles, pour inspirer, donner envie. Ça peut être aussi pour les étudiantes une source d'inspiration pour de nouveaux métiers ou de nouvelles orientations. Et le numérique permet aussi de diffuser cette information et de transmettre cette envie. On sait ce qu'on fait, c'est notre fonds de commerce chez Garson Magazine. Parce qu'on a décidé justement de mettre en avant ces femmes qui font. Donc on a fait l'interview de Marine récemment. On parle de femmes qui réussissent leur vie, qui créent leur vie grâce au web, beaucoup dans la plupart des cas, et qui aussi entraînent du positif avec elles, parce que justement le numérique permet aussi cette diffusion qui permet à un autre féminisme de prendre sa place. On n'est pas là, on n'a peut-être pas des couronnes de fleurs et on n'est pas topless, mais au moins on peut faire passer des choses de manière douce, positive, inspirante. Et je pense que c'est là aussi la force du web, c'est de pouvoir faire émerger des modèles femmes. Voilà. Je suis complètement d'accord, et tout à l'heure je dénigrais un peu l'utilité de Facebook, mais c'était dans le sens aussi de dire on a aujourd'hui un formidable outil de partage. Alors moi ça m'a servi sur 2 niveaux. Un premier niveau qui était très professionnel. Aujourd'hui je suis reconnue comme une des expertes en termes de management de l'innovation en France. J'ai fait des écrits et j'ai commencé en publiant en fait sur Internet, sur des blogs, etc. Et aujourd'hui je donne des conférences sur le sujet, des workshops, etc. Donc ça c'est un premier levier, et il ne faut pas hésiter à prendre la parole sur ces sujets-là, parce que autant vous dire qu'il y a plein d'hommes qui prennent la parole, il y en a plein qui disent n'importe quoi, alors faut pas... Je confirme. Hein. Il faut jamais en fait, ne sous-estimez jamais votre point de vue, parce que vraiment il y en a 10 qui sont beaucoup plus nazes à côté. Donc n'hésitez pas à publier, quand vous avez des choses à dire, publiez-le. Et l'autre chose aussi, c'est que nous, ce qu'on fait par Wonder, et ce dont on a parlé dans Garson Magazine, c'est de donner la voix pour se dire, en fait, on est toutes le rôle modèle de quelqu'un. Alors, c'est un peu bizarre comme phrase, mais il faut savoir que, comme moi, quand j'ai commencé à partager les problèmes, entre guillemets, que j'ai rencontrés au travail, notamment en termes de sexisme ordinaire, etc., parce que je pensais être la seule à avoir un plafond de verre. Je ne me rendais pas compte, en fait, j'avais l'impression d'être naze parce que j'avais un plafond de verre et que j'étais trop nulle de ne pas savoir le gérer. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas que féminin, en plus, le plafond de verre, ça touche essentiellement les femmes en termes économiques, notamment, et social, mais c'est pas que féminin. Tous ces problèmes ne sont pas que féminins. Voilà, qu'on se le dise, mais c'est vrai qu'en commençant à partager doucement avec les gens, je me suis rendu compte de l'impact positif que ça pouvait avoir. Et c'est vrai que ces rôles modèles sont très importants. Donc moi, il y a tout un tas de femmes qui m'ont inspirée. Mais une fois de plus, dans nous, ce que j'essaie de faire avec Wonder, c'est aussi de donner la parole à des femmes à travers le monde qui ont des parcours très différents. J'ai été inspirée par LinkedIn notamment. Moi, contrairement à LinkedIn, je m'en fous que tout le monde soit top manager. Je veux simplement que chaque femme fasse ce qu'elle veut vraiment de sa vie. Si elle a envie d'être mère au foyer, qu'elle le fasse du moment qu'elle l'a choisi. Donc l'idée, c'est d'aller chercher plein de témoignages à travers le monde. Et c'est ça aussi qu'il faut essayer de faire par les réseaux sociaux, par les magazines comme Garson, par des initiatives comme Wonder, c'est d'essayer de créer des nouveaux rôles modèles qui sont un peu plus humains aussi, parce que ça fait toujours peur. Et c'est aussi de démystifier un peu les rôles modèles, parce que quand on voit des Hillary Clinton, quand on voit des Sheryl Sandberg, quand on voit des Marissa Mayer, elles sont pas, c'est pas que positif, mais de la même façon que Steve Jobs avait plein de défauts. Voilà, il faut essayer de démystifier un peu les rôles modèles, et essayez-vous de partager pour devenir les rôles modèles de quelqu'un, en fait. Justement, quand on parle des plafonds de verre, comment vous le vivez au quotidien et comment vous le combattez, surtout ?
Alors justement, je suis dans la fibre de vivre le numérique parce qu'on peut créer son métier par sa passion. Et moi, en résumé, j'ai fait 10 ans de communication dans une agence traditionnelle. 10 ans, je me suis arrêtée de travailler. Et il y a 5 ans, tellement connectée qu'on m'a demandé de faire des formations et de développer des agences web. Donc je suis repartie quasiment de zéro il y a 5 ans, mais c'est uniquement grâce à ma connectivité sur les réseaux qui m'a d'une part informée et apporté de la connaissance et de la richesse, ensuite des contacts, des événements, des conférences, des papiers justement, des publications, parce qu'effectivement ce que je dis, j'avais l'impression d'enfoncer les portes ouvertes et puis pas du tout, ça a beaucoup d'impact et sur les réseaux sociaux c'est démultiplié. Alors évidemment il y a un côté virtuel, on a fait 300 vues, 500 vues, on s'en fiche, mais derrière parfois ça peut donner, moi ça m'apporte des missions concrètes. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est pas grave, bref, je suis sûr que tu vas y arriver. J'incarne, je n'ai pas de plafond de verre. T'as tout cassé. Donc j'ai cassé toutes les hiérarchies, enfin pas cassé, mais en étant indépendante, effectivement, c'est uniquement moi ce que j'aime faire, etc. Mais c'est ma rémunération en fonction des gens qui me choisissent sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de grille de tarifs, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toutes ces structures-là. C'est à moi de les réinventer. Alors c'est un autre boulot aussi parce que c'est pas évident, mais en tout cas je le crée et je le crée grâce aux réseaux sociaux et grâce au numérique. D'où l'indépendance et l'intérêt du numérique en conséquence. Parfait, merci. Justement, tout à l'heure, vous parliez d'Internet, c'est un espèce d'Eldorado, mais on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, tout le monde peut aller sur Internet. Il y a aussi un nivellement par le bas en termes de qualité. Facebook, des fois, ça ressemble à TF1. Donc, effectivement, vous nous dites que c'est génial, tout le monde peut y aller, mais il y a aussi une question de qualité. Comment on fait pour que la qualité soit au rendez-vous ? Et qu'on évite d'avoir des selfies debout, foot pound food à midi. C'est à soi de le créer. Alors c'est compliqué parce que effectivement c'est à soi de le créer et en même temps quand on regarde le sensationnalisme c'est quand même ça qui fait un peu encore c'est les 3 règles pour être machin et tout, c'est ce qui marche encore le mieux en termes de contenu. Donc finalement faut jouer un peu avec ces règles là pour apporter aussi de la qualité. Moi je m'en suis rendu compte ne serait-ce que pour les conférences. Les conférences, je peux proposer exactement le même speech, le même contenu derrière avec un titre un peu scolaire on va dire et un titre hyper catchy. Mais sans avoir lu ce qu'il y avait derrière, le titre catchy va m'être demandé beaucoup plus en fait. Donc il faut faire exactement pareil sur le contenu. C'est à nous d'inventer et d'apporter un contenu de qualité. Et il faut savoir jouer un peu avec ces règles du jeu sans pour autant. Mais quand vous regardez des gros magazines, par exemple entrepreneur.com, inc.com, Fast Company, etc. Alors Fast Company est un peu trop tombé dans le jeu, moi je trouve, mais c'est des magazines sur le numérique et l'innovation. Et ils jouent avec les 5 règles de l'entrepreneur, les 6 routines des gens qui réussissent, etc. Exactement. Et en attendant, ils essayent quand même d'apporter d'un contenu. Il faut savoir jouer avec les règles. Je pense qu'il va y avoir une évolution quand même parce qu'on est tombé dans le travers BFM, comme on l'appelle. Nous, justement, on a pris le parti effectivement de travailler le catchy, comme tu dis, parce que, à force d'infobésité, hein, ce mot qui veut dire que on reçoit trop d'informations. Il suffit de suivre trop de gens sur Twitter et puis on voit plus personne. Donc il faut aussi effectivement travailler le côté je suis là, j'ai un titre choc, mais derrière on arrive aussi à une phase où on voit bien Melty qui est quand même un groupe, qui est un média quand même puissant, qui a fondé sa puissance sur le fait d'avoir de l'info rapide et régulière et tout le temps, est en train de revoir complètement son modèle pour repasser à de ce qu'on appelle la slow information, pour pouvoir emmener les gens vers la connaissance. Parce que, rappelons-nous que la vocation de Internet au départ, tous les babacools de l'Internet des premières heures, pour ces gens-là, c'était le meilleur moyen de développer la connaissance pour tous. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, par exemple, on a choisi de ne pas faire payer nos contenus, parce que c'est justement, pour nous, c'est une sorte d'engagement social au service des autres. C'est de dire, on va creuser des sujets, on va proposer des intervenants de qualité, mais ce qu'on veut, c'est surtout qu'il y ait un maximum de femmes et d'hommes qui nous lisent et que ça donne un maximum d'idées. Voilà. Donc je pense qu'on passe de la culture de l'attention à la culture de l'attention, mais de l'intérêt aussi maintenant. Voilà. Et justement, comment créer de l'intérêt ? Comment vous arrivez à créer de l'intérêt dans ce que vous faites Dans le micro. Non, je crois surtout qu'on ne sait pas. En revanche, on peut se dire qu'il faut surtout sans être transparent, mais être authentique. C'est-à-dire que plus on ira vers ces centres d'intérêt, voir ses passions, plus on approfondira et plus on pourra en sortir une compétence, une valeur. Et déjà, on se fait plaisir, premier point. Ensuite, on s'informe
Deuxième point. Et si vraiment on est impliqué là-dedans, je crois que si on rediffuse, on saura rediffuser correctement. Alors bien sûr, c'est aussi une écoute de son auditoire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut avoir du répondant et pas uniquement se faire plaisir en postant des choses qui nous intéressent. Il faut peut-être justement matcher entre des informations un petit peu punchy, catchy, comme tu disais, et puis un petit peu slow, enfin un petit peu en dessous, et puis un petit peu au-dessus. Bon, mais c'est une écoute de l'auditoire aussi, mais c'est comme dans une relation en tête-à-tête. Hein, on écoute l'autre, on parle, on écoute l'autre, on parle, on pose des questions. C'est exactement la même chose finalement sur le numérique. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, perdre cette idée du relationnel, et qu'en face, on a des gens quand même, et qui vous écoutent et qui vous regardent. Donc la qualité, elle se fera en fonction de vous et l'intérêt que vous avez, que vous rediffuserez. Mais en même temps, il faut respecter sa propre personnalité. On ne va pas copier l'un ou l'autre. Hein. Plus on sera dans son ADN, et ça c'est fabuleux parce que là on se rend compte, alors là c'est quasiment de l'égocentrisme, que ce qu'on peut être intéressé, finalement ce qui nous intéresse peut intéresser d'autres personnes. Non mais c'est très valorisant. Finalement on n'est pas seul. Merci. Et toi, Aurore, qui notamment travaille à l'EMSI, est-ce que tu pourrais nous parler comment ça se passe par rapport aux étudiants, ce travail que vous faites au quotidien? C'est envie, hein. Alors là, tu m'as déstabilisé parce que tu m'avais dit qu'on ne parlerait pas de ça. Mais... C'est vrai. Bah, j'ai changé d'idée alors. Non, mais je peux aussi en parler puisque je le vis au quotidien. Mais tu peux préciser ta question parce que... Moi, je m'étais dit que, comme on parlait du public et de l'audience, qu'on s'était dit qu'effectivement, on pouvait dire ce que vous faites et qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver à l'EMSI, c'est quoi le travail de fond que vous faites, tout simplement. C'est pas facile comme question. Après, tu peux faire ça en une phrase. J'ai un hashtag pour toi. Hashtag. C'est pas facile. On coupera au montage. Hein. Ouais, c'est bon. Au montage. On verra avec Thomas et non, on apprend au-delà de l'acquisition de compétences autour des SI et du numérique, on apprend des savoir-être, je pense, et puis on essaye de faire la promotion des métiers du numérique. Alors, ça veut dire beaucoup de choses et rien en même temps. Les métiers du numérique, c'est quoi Fabienne, au secours. C'est super dur à définir, mais je crois qu'il faut qu'on éduque tout le monde et qu'on informe. Donc nos étudiants, s'ils sont là, c'est déjà pas par hasard, donc c'est pas eux qu'il faut éduquer, mais on les accompagne dans le savoir-être, en plus du savoir-faire. Et je pense que moi, le message que j'ai envie de porter, en tout cas, c'est sincérité, soyez vous-même. Je me rends compte, hein, par expérience, que c'est comme ça que je suis la meilleure. J'ai beau préparer des choses, quand j'ai besoin d'intervenir, je dis jamais ce que j'avais prévu. Et c'est comme ça que ça passe le mieux, parce que voilà, la sincérité, on se dévoile, on est transparent, sans dire de bêtises évidemment, mais et je pense que c'est ça. Et moi, c'est ce que j'invite les étudiants à faire, à être sincères et à se prendre en main pour avancer. Justement, comment on se dit les choses, avant cette table ronde, on a un petit peu échangé sur Skype ou par téléphone, on s'est vu au café, et on avait échangé sur le fait qu'on avait une table ronde sur les femmes dans le numérique. Et qu'à un moment, juste déjà la thématique était particulière, et en plus c'est animé par un garçon, donc à un moment, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et donc je voulais avoir votre point de vue par rapport à ça. Moi, je serais contente le jour où il n'y a plus un événement qui est organisé avec « Tiens, il faut qu'on pense à faire un truc spécial nana, parce que sinon, ça ne va pas le faire. » Et par contre, c'est comme les quotas. Foncièrement, je suis contre les quotas, parce que déjà, moi, j'aime pas qu'on m'impose des choses. Mais d'un autre côté, si on regarde les choses du point de vue positif, les quotas ouvrent quand même la porte. Commencer à faire des événements où on se dit « Tiens, il faut absolument qu'on regarde notre sujet avec les femmes, c'est bien. Mais il va falloir vraiment continuer l'effort pour qu'à terme, il devienne complètement naturel, qu'on ait autant de femmes que d'hommes et que tout soit mixte et qu'on ne se pose pas la question du sexe partout, dans toutes les conférences. Et voilà, et c'est un travail qui est en train de commencer. Non, oui, c'est... il est interdit de mettre des hashtags douteux au directeur marketing de Marc Dorcel, s'il te plaît, Nicolas. Donc, excusez-nous, c'est une private joke. Voilà. Donc, je pense que on est au début de quelque chose de fantastique pour les femmes. Alors, je ne vous cache pas que moi, ça m'énerve parfois d'avoir encore ce sexisme qui quand même se reproduit un petit peu dans le milieu start-up. Mais peut-être parce que les mecs se cooptent entre eux, donc ils ne pensent pas forcément à la petite copine d'amphi. Mais c'est en train de changer, donc je pense qu'il faut vraiment persévérer dans l'effort.
En fait, je pense qu'on a atteint un nouveau stade, et c'est pour ça que quand on regarde maintenant les initiatives féministes, parce qu'il faut qu'on se dise les choses, on est féministes ici. Féministe, c'est juste de penser que les hommes et les femmes ont les mêmes droits, donc a priori ça va... Moi je suis féministe, par exemple. Voilà. Aujourd'hui j'ai intérêt. Il ne faut pas penser que c'est un gros mot. Et en fait, surtout, moi j'ai été interviewée, je ne sais pas si vous avez vu la campagne I Look Like an Engineer, où une jeune femme s'était fait attaquer sur LinkedIn parce qu'elle était très jolie, mais elle était aussi très capable en fait dans son métier. Et on lui a dit non, c'est pas possible, t'es pas ingénieur parce que t'es trop jolie. Donc elle a fait non mais foncièrement c'est ça. Elle a fait une campagne où elle a pris une photo, elle a fait un hashtag qui s'appelait I Look Like an Engineer, qui a pris beaucoup parce que c'est encore nécessaire. Et moi j'ai été interviewée par 2 journaux différents et on m'a demandé pourquoi en 2015 on avait besoin de faire ça et si c'était pas un peu trop, un peu too much de faire ce genre de choses. Et en fait non, parce qu'aujourd'hui on est dans une phase de ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, c'est-à-dire qu'on a a priori, comme ça si on regarde de loin, on a les mêmes droits que les hommes. Ce qui se passe au jour le jour, c'est qu'on a reproduit les mêmes schémas que dans les industries classiques, et toutes les femmes sont connues marketing, communication, et très peu dans les milieux techniques. Et comment ça se traduit au jour le jour? C'est-à-dire que moi je suis toujours en robe, je suis toujours en tailleur, etc. Et quand j'arrive avec une équipe de développeurs que je dois manager, on m'a déjà demandé d'amener le café en fait. Il a été extrêmement bien accueilli et il allait chercher son café tout seul. Mais on a encore à faire... Le pauvre. On a encore affaire à ce genre de choses, malheureusement. Et quand j'arrive, même si moi, personnellement, je ne me perçois pas comme une femme. C'est-à-dire que quand j'arrive à un entretien, quand j'arrive devant des nouveaux clients, etc., je ne me dis pas j'arrive en tant que femme, je me dis j'arrive en tant que personne avec des compétences. Le problème, c'est qu'il y a encore des stéréotypes, et c'est d'où l'importance des rôles modèles, c'est qu'il y a encore tellement de stéréotypes en fait, dans la vie de tous les jours, où on se dit, en plus, elle est blonde, la pauvre, elle ne va pas comprendre ce qu'on lui raconte. Et voilà, donc on est encore aujourd'hui, et le sexisme ordinaire, ça touche malheureusement même les femmes, c'est-à-dire qu'on a des réflexions, parce que c'est des mécanismes qu'on a qui sont dans notre éducation, et c'est ça en fait, c'est pour ça que c'est d'autant plus délicat à briser, parce que ça touche tout le monde, et il n'y a pas de très bonne manière de faire, parce que si on est un peu sèche, on va se faire traiter, non je vais dire des gros mots après, mais voilà, de femmes très frigides, on va dire ça comme ça, et la meilleure façon que moi j'ai trouvé pour le gérer, c'est avec l'humour et la mise en situation, c'est-à-dire d'essayer d'inverser les rôles. Moi, une fois, ils m'ont appelé poupée ou je sais pas quoi dans l'open space où il y avait 20 mecs, je les ai appelés chatons et ils se sont calmés directement en fait. Il faut essayer d'inverser un peu les rôles comme ça. Oui, je suis très simple à travailler. Pour illustrer ce que tu dis, en entreprise, c'est tout à fait le cas. Les blagues sexistes, ça continue. Hein. Et même si certains dirigeants, notamment c'était chez Orange, c'était Delphine Ernotte, qui est maintenant à France 2, avait mis dans le pot commun, à chaque fois qu'il y avait une blague sexiste, elle disait 100 € dans le pot commun. Oui, donc en entreprise, on a beaucoup de travail justement sur les stéréotypes pour expliquer. Et quand on explique aux hommes et on leur dit vous avez des filles, c'est très parlant quand on leur dit est-ce que vos filles, vous aimeriez qu'on leur parle comme ça demain? Généralement, ça change un peu la donne. Ou vos filles, comment vous les voyez plus tard dans leur activité professionnelle? Et pour en revenir à ce que tu dis sur les blagues sexistes, une anecdote un peu marrante, on a participé avec Accor Hotel et d'autres grands groupes à un collectif qui s'appelle What, qui était à un hackathon de filles. Je ne sais pas si tu as participé, là c'était il y a un mois ou 2. On a présenté les 3 projets qui ont été retenus lors du Women's Forum à Deauville. Et le projet qui a été retenu, il s'appelle Réponse. Donc Réponse, c'est la petite héroïne là, de dessin animé. Et c'est justement une app qui sert à générer des réponses aux blagues sexistes. Donc c'est très rigolo, c'est très bien fait. Elles ont eu un premier prix, elles sont très marrantes. Et c'est mené justement par une jeune fille qui fait vraiment très gamine, qui est ingénieure et qui a eu ce problème comme toi. Elle arrive dans une salle avec évidemment plein d'hommes. C'était dans une grosse boîte que je ne vais pas citer, mais qui est très masculine. Et on lui a dit, c'est un peu ça, quoi. Vous voulez servir le café? Ben non, je viens m'occuper de vous. Et voilà, je vais prendre en charge un super gros projet informatique. Donc voilà, et ça lui a donné l'idée de cette appli et qui va maintenant être développée puisqu'elle a gagné ce hackathon et qu'elle a été mise en valeur au Women's Forum, elle va pouvoir la développer. Mais je pense que c'est ça, faut pratiquer à la fois l'humour et les blagues BTP. Parce que c'est vrai que c'est un héritage culturel auquel on doit faire face. Et de l'autre côté, les garçons doivent aussi travailler là-dessus. Et c'est à nous de leur dire, parce que personne ne leur a dit avant. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement, on est encore dans ce sexisme ordinaire, mais que pour moi, ça peut vite changer et que nous, on ne le vivra peut-être pas. Mais j'espère que ma fille qui a 6 ans, oui, elle vivra cette mixité. Parce que c'est par l'éducation en fait qu'on va changer ces choses-là. C'est des mécanismes qui commencent très petits, qui sont très compliqués, dont on ne va pas en parler là, mais c'est dans l'éducation qu'on donne en fait, entre les petits garçons et les petites filles déjà.
Moi, j'ai une question pragmatique. Moi, je travaille qu'avec des femmes. Je fais comment pour m'en sortir? Ouais, pour l'instant, ça va, ouais. J'ai une réponse. Moi, j'ose pas faire, mais j'ose dire, par contre. Je pense qu'on n'a pas toutes forcément envie d'être chef d'entreprise ou d'avoir des jobs top niveau. Par contre, je pense qu'il faut aider celles qui ont envie et pas leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà. On peut avoir de l'ambition, chacun à son niveau, mais juste, j'ai un peu peur des rôles modèles parce que souvent, c'est lié au stéréotype, je pense, c'est de la femme qui s'est battue fort pour y arriver et qui fait peur, autant aux femmes que... Je me pose la question. En tout cas, moi, elles me font un peu peur, quoi. Enfin, parce que je me dis, moi aussi, si je veux être chef d'entreprise, il faut que je dépasse tout ça, alors que peut-être que non, parce que je ne veux pas atteindre le même niveau. Et peut-être qu'on donne, avec l'élan de ces modèles, une image qu'on n'a pas toutes, quoi. Mais en fait, c'est pour ça c'est important de le démystifier. Et quand on lit, par exemple, le livre de Sheryl Sandberg, Lénine, elle dit parfaitement que oui, elle a des nounous, oui, elle a un mari qui l'aide. Enfin, il n'y a pas de Wonder Woman, en fait. Faut déjà arrêter de penser qu'on peut tout faire. Parce que malheureusement, quand on a demandé tous nos droits, on a dit, bah vas-y, démerde-toi avec tout ça. Et on nous a pas dit que personne n'était capable d'absolument tout faire et d'être à la fois au top au boulot et d'être à la fois au top à la maison, au sport, au machin, au truc, au bidule. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Enfin, faut pas avoir de complexe par rapport à ça. T'es pas comme ça. Bah un peu quand même. Et voilà, du coup, non, t'étais bien parti. En fait, tu disais, oui, on n'est pas obligé de tout faire, en fait. Être une top professionnelle qui fait des workouts le soir, qui va en boîte de nuit, voilà, qui finit à 5h du matin et qui se lève à 6. C'est pas ça. On n'est pas obligé de tout faire. Et aussi, moi, je m'adresse parce que tu demandais par rapport aux femmes, c'est aussi extrêmement important qu'on soit bienveillante entre nous. Malheureusement, aujourd'hui en entreprise, et moi je l'ai vu et ça me fait mal de le dire, mais le pire ennemi de la femme, c'est la femme. Il faut arrêter avec ça. Parce qu'effectivement, il y a une génération avant la nôtre qui a dû se battre plus que les autres pour y arriver. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'essayer... Parce que aujourd'hui, si vous voulez, dans les entreprises, et même dans l'entrepreneuriat et partout dans le boulot, on joue avec les règles du jeu masculine. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on vient d'arriver un peu dans le jeu, parce que voilà, on commence à tout travailler, etc. Mais les règles du jeu sont masculines. Et du coup, on a l'impression que parce qu'on est une femme et qu'on s'en est sorti, il n'y a pas de place pour d'autres femmes. C'est pas vrai. Au contraire, en amenant plus de femmes, sans forcément choisir des femmes, parce que c'est des femmes, il faut choisir des personnes qui sont compétentes, qu'on s'entende, mais il ne faut pas se sentir menacé par les autres femmes. Et plus il y aura de femmes, en fait, plus haut, du coup, c'est un cercle bénéfique. Mais c'est aussi, on va doucement changer les règles du jeu et on va pouvoir commencer à instaurer des choses qui sont plus féminines. Même si on en a parlé, moi j'ai du mal à dire les femmes sont plus empathiques, etc. C'est pas vrai. Enfin, chacun est comme il est. Moi, c'est pas le mot qui me caractérise le plus, empathique. Mais dis pas ça. Moi, je trouve très empathique. Mais voilà, il faut surtout faire extrêmement attention à son comportement en tant que femme envers les autres femmes dans les entreprises, parce que c'est souvent, moi, c'est là où il m'est arrivé les plus gros problèmes en fait dans ma carrière dans les grandes entreprises, malheureusement. C'était avec d'autres femmes. Et il faut faire extrêmement attention parce qu'en faisant ça, on aide personne. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai toujours dit que je détestais bosser avec des femmes. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, je bosse avec une femme et avec des femmes, puisque voilà. Et en fait, tout est une question d'authenticité, et on en parlait tout à l'heure, est une question de bienveillance. Et naturellement, on a cette bienveillance, même si on n'est pas empathique ou même si on l'a tous en soi. Donc, il suffit de le cultiver. Effectivement, plus il y aura de femmes qui auront dépassé ce plafond de verre et qui auront une vraie place. Cette vraie place, comme tu le disais, elle peut être femme au foyer, pourvu qu'elle s'éclate et qu'elle le fasse comme elle a envie et qu'elle le vive bien. C'est pas péjoratif du tout d'être femme au foyer, d'être artiste, voilà, chacune peut faire ce qu'elle a envie aujourd'hui et peut aussi vivre heureuse grâce à ça. Donc plus il y aura de femmes qui seront impliquées là-dedans, plus ça sera facile et moins on aura envie de se bouffer le nez à la machine à café, quoi. Voilà, parce qu'en gros c'est ça, pour caricaturer. Moi, je trouve qu'il faut aussi associer les hommes. C'est ce qu'on fait, nous, dans notre réseau en entreprise, qui au départ était un réseau de femmes, mais qui est un réseau de femmes ouvert aux hommes, parce que la mixité, comme on a vu, apporte de la performance. Mais on se rend compte aussi que les problèmes d'équilibre, par exemple, de temps de vie professionnelle, vie privée, les hommes aussi ont envie de la même chose. Il y a plein d'hommes qui sont divorcés. Il y a les jeunes générations qui ont aussi envie d'avoir du temps libre, de ne pas être envahis par leur mail le week-end. Donc, tout ce qu'on fait aussi bénéficie aux hommes, et c'est tant mieux, parce que vraiment, tout le monde interagit et c'est beaucoup plus riche. Merci. Il va nous rester un petit quart d'heure. Moi, je propose qu'on prenne des questions du public pour changer, puisqu'on est pas mal d'hommes. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Ouais, non, j'étais... Bon, qui c'est qui veut s'y coller ?
Pas tous en même temps. Hein. Allez, j'arrive. Je vous laisse, hein, je reviens. Je vais faire le tour. C'est notre hôtesse qui passe dans le public. Ouais, je fais la quête à la fin, c'est ça. Talents. C'est pas évident. Bonjour à vous. Je sais que vous avez déjà commencé à répondre un peu à la question que je vais vous poser. C'est le sexisme ordinaire de la vie de tous les jours. Enfin, moi, j'ai ça, mais c'est même dans mon foyer, c'est même mes petits amis. Enfin, pourtant, c'est des gens avec qui je suis extrêmement proche et que je pensais qu'on avait un peu le même type de, on va dire, réflexion. Mais je sais pas, j'ai par exemple mon dernier copain qui m'est sorti « Ah non, mais avant qu'elle se dise féministe, elle devrait commencer à être femme. » C'est hard. Et ça, c'est tout le temps. Et alors, du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que c'est moi peut-être qui ai des mauvais standards ou est-ce que c'est typique un peu des... Te pose pas la question, t'as pas de mauvais standards. C'est lui qui en a des mauvais, donc t'en changes. Change de mec. Et surtout, malheureusement, il y a une... Enfin, alors, bon, lui, j'imagine qu'il était jeune, mais il faut savoir qu'il y a toute une génération. Moi, j'ai bossé dans des DSI de grosses entreprises. Et quand la moyenne d'âge, c'est 45 ans, autant vous dire que c'est un peu dur d'être une femme de 25 ans à l'époque, si vous voulez. Et malheureusement, c'est des gens... Moi, je me bats même pas avec eux, en fait, parce qu'il y a des gens... C'est tellement ancré dans leur éducation, dans leurs valeurs, etc., que les femmes sont... Moi, mon premier client m'a dit, les femmes, si elles font certains métiers, les hommes d'autres, c'est dans les gènes. Je lui ai répondu que la connerie aussi. Mais que voilà, et on a arrêté la conversation ici parce qu'il y a des comportements, malheureusement, quand c'est à ce point-là, on ne peut pas les changer. Donc c'est pas toi qui as des mauvais standards, il faut juste éloigner ces personnes-là de ta vie le plus loin possible, tu vois. Enfin, mais voilà. L'humour reste un bon moyen de répondre à ces blagues parce que voilà, il n'y a pas de discussion possible à ce niveau-là. Donc tourner en dérision, c'est plutôt bien. Oui, bonjour mesdames et bonjour monsieur. Moi j'aime beaucoup travailler avec les femmes. Je vous avoue que je me suis demandé pourquoi ce sujet arrivait aujourd'hui. Et peut-être que je me le demande encore. Mais à ça, mes collègues femmes me disent « Mais enfin, tu ne te rends pas compte à quel point les femmes sont en retard dans les statuts, les attributs, les carrières, les pouvoirs en général dans l'entreprise. » Alors je dis « Soit ». Je dis juste, enfin, je constate aussi que dans mon entourage... si je me permettais le quart des blagues sexistes que font certaines femmes, mais qui ont l'humour, qui se sentent autorisées sur vraiment des détails, hein, la veste, les formes, etc., j'aurais été viré à la DRH, je serais passé par la DRH depuis longtemps. Juste pour dire, le témoignage que je voudrais dire, si je suis d'accord avec l'humour, et il y a autre chose aussi, c'est que je pense qu'il faut que les femmes acceptent leur part de masculin, c'est-à-dire, de la même manière qu'elles, les femmes demandent aux hommes d'accepter leur part de féminin. Et je pense que c'est dans cette hybridation deux à deux que le problème ne se posera plus entre sexes et qu'on descendra de nos croyances. Et donc, je pense que ça concerne les deux sexes aujourd'hui. En fait, ça concerne effectivement les deux sexes parce que les gens, de façon générale, il faut arrêter d'essayer de mettre les gens dans des cases, en fait. Parce que c'est ça qui fait souffrir. Et on en parle aussi avec Garçon souvent. C'est plus vous allez essayer d'étiqueter les gens, même si c'est rassurant pour vous, en fait, ça sert à rien à part rendre les gens mal à l'aise. Moi, pendant très longtemps, j'ai été extrêmement mal à l'aise parce que je suis pas la stéréotype de la petite nana qu'on va draguer dans un bar. Et j'ai mis du temps à m'en défaire. Et c'était pareil professionnellement. Donc globalement, que ce soit homme ou femme, il faut arrêter de penser que bah oui, les hommes sont plus fermes, sont plus machins, etc. Enfin, un homme qui pleure, c'est pas grave. Hein. Enfin, moi, ça m'a jamais dérangé. Et c'est vraiment de façon générale, il faut arrêter de stigmatiser et il faut laisser chacun être qu'il est, que ce soit au boulot, que ce soit personnellement, etc. Mais c'est ça, c'est l'authenticité, on y revient, et être soi-même. Parce que, par exemple, dans le milieu politique que je fréquente un petit peu, on a beaucoup demandé aux femmes de devenir des hommes. Donc là, c'était même plus accepter sa part de masculinité, c'était devenir un homme. Et nous, on veut pas de ça. Enfin, voilà, nous, on veut juste être nous-mêmes. Voilà, alors on est des filles, des garçons, et c'est tout. C'est les compétences qui comptent, c'est le savoir-être, c'est... voilà, donc effectivement, c'est un jeu à 50-50, c'est du yin et du yang, hein, c'est pas plus difficile que ça, c'est une question d'équilibre.
Et pour répondre concrètement à votre première question, en fait, femmes et numérique, oui, c'est bien sûr, il y en a des milliers comme ça, mais le vrai sujet, c'est qu'il y a quand même que 27,6% de femmes dans le secteur des métiers du numérique, pour 46% dans le reste de l'économie. Donc il y a un vrai sujet. Et alors je vais pousser un petit peu mes cartes, parce qu'il y a quand même en même temps des possibilités de parcours et de responsabilité dans les filières du numérique qui, pour les femmes, est probant. C'est-à-dire qu'elles sont très souvent responsables dans des ETI et des entreprises de logiciels et d'informatique. Donc elles ont des beaux parcours à faire, avec des belles croissances, avec des salaires. Les moyennes de salaire, je crois, dans le numérique sont de 47 000 € par an pour à peu près 32 000 dans le reste de l'économie. Donc ça, c'est des vrais chiffres et des vraies possibilités de parcours pour les femmes dans le numérique. Et malheureusement, elles y sont peu présentes. Dans les startups, Paris est 6e mondial au niveau de la création de startups pour les femmes. Et elles sont 21% de femmes à créer des startups. Voilà. Et dans le numérique, c'est encore pire. Parce que France Digital a sorti une étude assez dingue, où je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est de l'ordre de 98% des startups numériques qui sont dirigées exclusivement par des hommes. Donc il y a vraiment de la place à se faire. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Moi qui travaille dans une école, les 27% dont tu parles, Fabienne, on en est conscient, c'est un constat, mais on travaille pour améliorer ce chiffre parce que les entreprises les demandent. Ce n'est pas juste pour l'augmenter. C'est juste que dans les entreprises, on nous dit on a besoin de femmes qui voient les choses différemment, parce que des équipes mixtes, c'est plus productif et plus créatif que des équipes que féminines ou que masculines. Voilà, donc juste pour dire qu'on essaye de travailler là-dessus parce que c'est demandé. Oui, bonjour. Je voudrais justement rebondir sur la réponse que vous venez d'apporter. Donc, on constate qu'il y a peu de femmes dans ces domaines scientifiques de l'IT. Mais en fait, à part les chiffres, savez-vous pourquoi elles n'ont pas envie d'y venir? Pourquoi elles n'ont pas les moyens de prospérer? Alors, il y a un aspect où effectivement il y a une certaine complexité, et puis il y a déjà beaucoup d'hommes, donc ça ne fait pas envie. D'ailleurs, on le voit dans les classes, il y a une ou deux filles qui sont perdues au milieu de 30 mecs qui rigolent et qui tapent sur l'épaule. Mais aussi, alors il y a une étude qui va sortir, l'étude OPIEC, qui va sortir début janvier 2016 pour comprendre les causes, pourquoi elles n'y vont pas. Parce qu'on comprend bien que c'est aussi un problème d'éducation, qu'est-ce qu'on a fabriqué, nous, mères, mais pour essayer d'aller plus en avant. Mais je pense que Marine peut compléter. En fait, il y a plusieurs choses. On a l'absence de rôle modèle, donc c'est pour ça qu'on reparle de l'importance de créer des rôles modèles. Et ce qu'on fait aussi avec Girls in Web, on a un site qui s'appelle Les Experts du numérique, où on a déjà 200 femmes référencées qui sont expertes des métiers du numérique et nouvelles technologies. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est quand on arrive en école d'ingénieur, déjà, il y a très peu de femmes qui y vont, parce que pas de rôle modèle. Il y en a encore moins qui ressortent, parce qu'elles subissent une pression. Nous, on a travaillé avec Epitech, avec des nanas d'Epitech, et aujourd'hui, on travaille pas mal avec l'école 42 de Xavier Niel pour lutter contre ces phénomènes-là. Mais donc Epitech, on rentre, c'est du post-bac, et elles ont 18 ans, donc à peu près, et elles entendent des choses dans les couloirs, et je suis désolée, je vais vous le dire comme elles l'entendent, et ça va être vulgaire, mais quand on entend « suce ma bite » toute la journée, ou si tu veux que je t'aide, t'as qu'à coucher, ou si tu veux que je t'aide, passe sous le bureau, à 18 ans, c'est extrêmement violent. Donc déjà, moi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, les écoles, et c'est ce qu'on a dit à 42, c'est on vous aidera à attirer plus de femmes quand ce sera... 42, c'est différent encore. 42, ils essayent vraiment d'évoluer, ils sont vraiment en amélioration constante. Mais on ne peut pas demander à plus de jeunes filles de venir quand l'accueil, c'est ça, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc il y a déjà ce premier pas à faire avant de dire il faut plus de femmes dans les métiers du numérique. Oui, il faut leur montrer que ça leur est ouvert, mais il faut aussi les accueillir correctement. Moi, je veux pas envoyer des gamines de 18 ans dans ces milieux-là, quoi. Ambiance. Oui, bonjour, François Van Prague. Donc, moi, je suis le directeur de la chaire et le sponsor de cette journée. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, sur le programme de la journée qu'on a monté ensemble avec Renaud. On est ravis d'avoir mis ce sujet, au contraire. Et la discussion qu'on entend aujourd'hui le prouve. Moi, je suis père de 4 enfants, j'ai 3 filles, une femme, une mère, 2 sœurs. Personne ne pourra me taxer de sexiste, mais je suis un féministe. Et pourquoi je trouve cette table ronde extrêmement intéressante, c'est que l'année dernière, j'ai invité la directrice marketing de LinkedIn, qui est une très bonne amie, Laurence,
qui était avec moi à New York, que je connais très bien. J'ai invité aussi des femmes précédemment. Seulement, Laurence, quand elle est venue, elle a parlé de LinkedIn. Il y avait une personne de chez Accor aussi, qui était sur le plateau, qui a parlé d'Accor et du digital. Ça fait 45 minutes que je vous écoute, et honnêtement, on a parlé un petit peu du digital, mais vous avez beaucoup parlé de votre rôle de femme et du sexisme, des problèmes, de l'intégration. Et Aurore, qui me connaît, on a travaillé un petit peu ensemble, le sait aussi. Je trouve que la richesse de cette conversation et de ce que vous avez dit, c'est la mixité. Et aujourd'hui, on travaille chez Orange, puisque je suis cadre dirigeant chez Orange, on travaille en méthode agile, en plateau collaboratif. Isabelle, qui a récupéré un cadre dirigeant de chez nous, que je connais bien, le sait, et on a vraiment des plateaux projets où on intègre vraiment la compétence, femme ou homme, en mixité. Et donc, moi, je trouve, et je m'inscris en faux sur ce que vous avez dit, je trouve que cette table ronde est très intéressante, justement parce qu'on peut parler de ces sujets-là ensemble et partager. Et je ne sais pas ce qui se passera dans 5 ou 10 ans, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'entendre vos voix. Et moi, je suis très fier de mes filles et je suis très fier de vous aujourd'hui. Je suis très content qu'on ait mis ça au programme. Merci à vous. Je voulais juste... On a fait un calcul, je crois qu'il faudra attendre 118 ans pour arriver à... Ouais. Puis là, on travaille gratuitement depuis un mois à peu près. Alors, dans 118 ans, 4-5 ans, c'est un peu court hein, quand même. Mais 118 ans, c'est bon, il y aura autant d'hommes là que de femmes. Non, mais en fait, moi aussi, je vous remercie. Je crois qu'on vous remercie toutes, d'ailleurs, d'avoir nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet. Et c'est vrai qu'on a parlé plus de mixité, finalement, que de numérique. Mais je crois que la question est là. Et exactement. Ce que j'attends, c'est que d'ici 5 ans, ce problème, on n'ait plus besoin d'en parler. Voilà. Je voulais juste préciser ça. Je voudrais juste rajouter, ça va dans le même sens, c'est qu'on parle toujours de numérique. Pourquoi on parle encore de numérique? Le numérique, c'est juste intégré dans la vie. Et voilà, c'est le même type de sujet, je pense. Fabienne? Bien, bonjour. Je participe à l'Observatoire isérois de la parité, qui est une association qui observe, comme son nom l'indique, la parité. Je ne serais sans doute pas venue à cette journée si je n'avais pas vu cette table ronde. Je me serais contentée de compter les intervenants de la journée, comme je le fais régulièrement dans plein de colloques, où je constate avec un peu de tristesse que le nombre d'intervenants ou d'expertes sont quand même peu sollicités, parce que des expertes, il y en a. Alors je suis très contente, et j'acquiesce complètement ce que vous avez dit. J'ai reçu il y a 2 jours une invitation à un autre colloque qui a lieu chaque année. C'est organisé, c'est sur le thème l'emploi en Rhône-Alpes. C'est à l'initiative de l'État, donc la directe, l'État en région pour l'emploi, c'est la directe, et c'est avec le soutien du Conseil régional. Le gouvernement a une politique d'égalité homme-femme très importante, très offensive. La région Rhône-Alpes a signé la Charte européenne sur l'égalité et fait beaucoup de choses. Il n'empêche que ce colloque sur financement public, avec des sponsors d'entreprises privées également, il y a 18 intervenants et il y a 3 femmes. Bien, moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, je trouve ça regrettable, parce que c'est encore la portion congrue. Et des experts, il y en avait d'autres sur les sujets, non pas forcément pour parler des femmes, mais simplement pour parler de là où elles sont compétentes. On va prendre encore 3 questions. C'est pas une question, c'est un cri du cœur. Ça fait 15 ans que j'ai ma boîte, j'ai employé 37 personnes jusqu'à ce moment, enfin jusqu'à maintenant, à peu près la moitié de femmes. La dernière que j'ai embauchée est enceinte de 5 mois et demi. Et j'ai plus d'emmerdes d'ailleurs avec d'autres femmes parce que je l'ai embauchée à 5 mois et demi de grossesse qu'avec les mecs de l'équipe. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beaucoup hésité à venir aujourd'hui parce que je suis pas du tout
d'accord avec tous ces connards qui pissent à côté de la cuvette. Donc moi j'en ai marre de venir dans les tables rondes où on parle des femmes et où les femmes ne parlent que des gros cons. Donc c'est un cri du cœur. J'aimerais bien que vous parliez un peu de nous, c'est-à-dire des mecs qui sont loin de la caricature globale et massive du gros connard. Et je pense que, y compris dans la progression du point de vue féministe dans l'entreprise, on y gagnerait beaucoup à ce que vous utilisiez vos alliés et pas vos ennemis. Et moi, la dernière table ronde où je suis allé sur la discussion d'une femme, c'était à peu près il y a 12 ans. Et je suis sorti au bout de 5 minutes tellement ça m'énervait d'entendre parler d'une caricature de l'homme que je ne suis pas. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on nous parle des gens sympas. Merci. Je crois que j'ai essayé de véhiculer ce message en disant que dans notre réseau, on intégrait les hommes et qu'ils étaient les premiers à promouvoir justement cette parité. Et on compte beaucoup sur eux et on travaille avec eux vraiment. Moi, si j'ai évolué au sein de l'école et si je suis à 2 doigts de me lancer, c'est parce qu'on m'a fait confiance et c'est un homme qui m'a fait confiance et qui m'a aidé à pousser des portes. Donc merci. Et je pense ça aurait pu être une femme. Il se trouve que c'était un homme. Et voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et on parlait de bienveillance, mais ayez toujours à l'esprit qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas et que si juste un petit coup de pouce, parfois, ça aide. Donc c'est vrai, on n'a pas parlé de connard, même moi qui ai beaucoup de mots fleuris depuis le début, je l'ai pas eu. En fait, on a effectivement parlé de problèmes qu'on pouvait rencontrer, et c'est vrai que une fois de plus, on va tous avancer ensemble. Le féminisme, moi, ce que j'appelle le vrai féminisme, c'est pas d'aller contre les hommes, et c'est pas et je pense que dans aucune moi je me sens pas en guerre non plus contre les hommes. Voilà, on est en aucun cas dans l'opposition, bien au contraire, parce que ce serait faire l'extrême inverse, ce serait extrêmement débile en fait. On n'est pas en train de créer l'inverse des clubs de cigares ou des choses comme ça. Au contraire, nous, Girls Web, il faut savoir que dans l'association, on organise 3-4 événements par mois maintenant, en plus du blog et du site des expertes. On a un événement où le panel est mixte, donc c'est les tables rondes, parce que pour montrer en fait intrinsèquement que la parité est possible sur absolument tous les sujets du numérique et de nouvelles technologies. Et depuis le début, ça fait là en fait nos 6 ans en décembre, depuis le début, on est ouverte aux hommes. C'est-à-dire qu'on met en avant des femmes, mais jamais, au grand jamais, on a fermé la porte à des hommes à nos événements. Parce que, justement, pour éviter d'aller dans l'extrême inverse, et parce qu'on est parfaitement conscient que, heureusement, Dieu merci, tous les hommes ne sont pas comme ça. Sur Garçon, on a... Virginie, en fait, il est 15h30, et on a quasiment fini. Donc, ce que je propose, c'est qu'il y a encore 2 questions. Donc, ils vont les poser, et puis on va faire 2 réponses hyper courtes, et puis on va s'arrêter là. Je suis désolé, hein. Moi, c'est pas une question, ça sera aussi un double cri du cœur. Juste pour dire que de toute façon, ce qui est plus intéressant, c'est cette place vide là, qui est depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis il est avec moi dans la salle d'animateur. Donc ça, c'est génial. Il a pris sa vraie place d'homme face à vous. Donc non. Juste pour juste un double cri du cœur par rapport à ce monsieur qui a employé des termes géniaux. Effectivement, faites-vous aider et on devrait tous vous aider, nous les hommes. On est légion à vous aimer et à aimer collaborer avec vous. Moi, je passe ma vie, je suis un chancre de la mixité et non pas de la parité. J'ai toujours dit la parité, c'est 2 hommes et 2 femmes dans une même salle, souvent 2 dirigeants et 2 secrétaires, ça fait de la parité, mais ça ne fait en aucun cas de la mixité. Et la mixité, ce sont 2 femmes et 2 hommes qui collaborent ensemble et qui créent quelque chose ensemble. Voilà. Alors ça peut être des bébés, des entreprises, que vous voulez. Voilà. Et en même temps, s'il y a 4, c'est un peu sale. Mais donc voilà. Donc non, mais Marc Dorcel nous écoute. Mais donc, voilà, c'est entre nous, il fallait la placer, je l'ai placée. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé. Vraiment, moi je vais me fuir dans une autre salle parler d'autres choses. Rapprochement des entreprises et des startups, c'est un lien que je voulais faire avec vous parce que les femmes sont un moteur de la croissance dans le rapprochement notamment des entreprises et des startups, des entreprises établies comme Accor et des startups comme Marine par exemple. Donc, et je ne conçois pas aujourd'hui qu'aucune start-up ne considère les femmes comme moteurs de leur croissance et les entreprises inversement comme les femmes moteurs de la croissance. Pour rejoindre le patron du Syntec numérique qui s'appelle Guy Mamounani qui a dit « Je ne ferai plus de conférence, il n'y a pas au moins une femme à la table de la conférence ». Je pense qu'aucune entreprise ne devrait fonctionner sans une femme à son board. Aujourd'hui, dans le CAC 40, il n'y a, sur 40 entreprises, aucune dirigeante femme. Aucune. Voilà. Bientôt celle de GDF. Enfin.
Voilà, mais on a attendu combien de temps? Beaucoup trop de temps. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup à vous en tout cas. Dernière question. Non, mais moi j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure, donc je ne veux pas alourdir le débat. Mais je voulais simplement dire que la problématique homme-femme est une problématique tout à fait secondaire, puisqu'il y a une vraie autre problématique, c'est l'accès des talents au pouvoir. L'histoire de l'humanité, ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'au début, les hommes ont profité de leur force physique pour imposer leur situation au pouvoir. Ils conservent cet avantage tactique pour un temps. Mais à partir du moment où on va parler d'intelligence, de relationnel, de collaboratif, les choses vont changer naturellement. Pourquoi? Parce que le vrai problème de la société, c'est la collaboration. Et donc la mixité, mais la mixité de tout le monde. Il n'y a pas les sachants et les couillons. Il n'y a pas les hommes débiles qui pissent à côté, des chiottes. Il y a une solution pour ça, il suffit de pisser assis. Il n'y a pas les hommes couillons et les femmes intelligentes. Il y a une distribution gaussienne de comportements stupides dans l'être, dans le savoir-être, dans le savoir-faire, dans les compétences. Moi, je plaide vraiment pour 3 choses. La première, c'est que vraiment on développe les talents, on les reconnaisse. Donc on ait le droit à l'audace, à la créativité, à l'imagination, d'où qu'elle vienne. Deuxièmement, on n'est jamais suffisamment intelligent tout seul pour résoudre les problèmes. Il faut le faire sur un modèle collaboratif. Et troisième élément, 50% de l'humanité, ce sont des femmes. Donc il serait absurde de ne pas tirer profit de ces 50% multipliés par 100 milliards de neurones par tête de pipe pour essayer de créer un réseau maillé collaboratif. Merci beaucoup. Mesdames, peut-être le mot de la fin pour vous? Un mot de conclusion? Pour rebondir sur votre intervention, nous, chez Accor, on a une nouvelle DRH depuis 6 mois et elle a rebaptisé la direction des ressources humaines en direction talents et culture, justement pour faire émerger les talents, quels qu'ils soient, et insuffler une nouvelle culture d'entreprise, en partie tournée vers le digital. Parfait. Juste, je veux rebondir sur un tweet que je vois tout en haut. C'est effectivement, moi, si j'ai un conseil, c'est d'oser. C'est quand vous n'osez pas faire quelque chose, posez-vous la question du pire qui pourrait arriver, en fait, du pire scénario. Et souvent, vous allez vous rendre compte qu'il ne va pas y avoir mort d'homme, il ne va pas y avoir impact sur votre carrière. Au pire, on va vous dire non, et ça va être une claque dans l'ego, mais ce sera tout. Et le deuxième conseil, c'est si on vous ferme la porte, passez par